Continuons sur notre lancée de l'année en explorant les films d'horreur de 2024, mais en lorgnant pour une fois un petit peu plus près de chez nous, voire même peut-être de chez vous. Car en francophonie, et ici plus précisément en France, il se passe pas mal de choses également. Pour le coup, j'ai choisi de vous parler d'un film sorti il y a quelques mois en salle et que j'avais personnellement découvert au bif lors d'une période assez chargée pour moi. Je l'avais un petit peu mis de côté, tout en sachant que je le ressortirais relativement vite pour vous en parler, ne serait-ce que parce que c'était le dernier film en date d'un duo de réalisateurs que j'apprécie tout particulièrement, et dont je vous ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne d'ailleurs. Et en plus, j'ai eu l'occasion d'interviewer ce duo au bif à propos de notre film du jour. Tous les ingrédients pour une bonne vidéo semblent réunis. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée aux Mangeurs d'âme de Julien Maury et Alexandre Boustillot. Je viens de le dire, mais Le Mangeur d'âme est donc la dernière réalisation en date du duo Maury et Boustillot, responsable de certaines œuvres que j'aime beaucoup, telles que À l'intérieur, Livide ou encore Aux yeux des vivants. Des films qui m'ont beaucoup marqué, même. Et j'irai encore un peu plus loin en disant que j'ai même beaucoup aimé certains de leurs films qui n'ont pourtant pas été épargnés par la critique, et c'est un euphémisme. J'ai en tête Leatherface par exemple, leur prequel à Massacre à la tronçonneuse auquel j'avais consacré une vidéo d'ailleurs, ou encore Kendisha, duquel faudrait que je parle un jour. En fait, j'envisage même de vous sortir, un de ces quatre, une petite vidéo carrière sur ce duo iconique du cinéma d'horreur français, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cela pourrait vous intéresser. Si ça vous chauffe, ça permettra de convaincre Alexandre et Julien de revenir sur la chaîne pour nous parler de toute leur carrière. Clin d'œil, clin d'œil. Le Mangeur d'âme est une adaptation du roman éponyme écrit par Alexis Leipzger, qui nous raconte l'enquête de la commandante de police Elisabeth Guardiano à propos d'un double meurtre extrêmement violent, qui va en plus rejoindre l'enquête du capitaine de gendarmerie Franck de Roland, qui est lui sur les traces d'enfants disparus. Le point culminant de leurs enquêtes se situe en pleine campagne, dans les Vosges, où ils entendent rapidement parler d'une figure folklorique locale nommée le Mangeur d'âme, qui pourrait avoir un lien avec leur affaire. Pour couronner le tout, les habitants du coin ne leur facilitent pas la tâche et se montrent sur la défensive, voire même hostiles. Ça promet. Vous l'aurez compris, nous sommes en présence d'un thriller policier qui flirte avec l'horreur, comme pouvaient le faire Les Rivières pourpres à son époque, par exemple. Mais avant d'aller plus loin, voyons ce que Maury et Boustillot nous racontent sur le début de ce projet. Quelle est la genèse de ce projet? Comment ça s'est passé niveau adaptation, niveau production? Quelle part de l'intrigue nous vient du duo? Bref, tout un tas de questions que je me suis amusé à leur poser. C'est Fabrice Lambeau, un producteur avec qui on avait déjà travaillé sur notre troisième film Aux yeux des vivants, et avec qui on n'a jamais coupé le contact, qui est venu nous voir en fait tout simplement en nous disant « Ah, moi j'ai acheté les droits de ce roman d'Alexis Leipzger, je voudrais l'adapter, j'ai même déjà fait écrire une première version du scénario par de jeunes scénaristes. Donc est-ce que ça vous brancherait de le lire, voir si ça vous intéresse ?» Donc, on l'a lu et ça nous intéressait évidemment, donc, mais on n'est pas du tout nous à l'origine du projet. Tu vois, nous on ne s'est pas du tout occupé de l'acquisition des droits par exemple, ou non, vraiment nous on est arrivé, en fait tout était déjà prêt entre guillemets, les droits étaient sécurisés, le scénario déjà écrit avec l'aval d'Alexis Leipzger. Donc tu vois, nous on est arrivé vraiment à la toute fin de ce process initial qui est de sécuriser le livre et d'en faire une adaptation, même si après évidemment on a retravaillé nous le scénario avec les scénaristes, une fois qu'on était officiellement rattaché au projet pour ramener un peu notre touche. Quasiment tous les éléments là que tu as cités sont des éléments qui sont déjà dans le livre. Les enlèvements d'enfants, la drogue, c'est vraiment toute la trame principale. Nous, on a essayé plutôt d'apporter en fait notre univers et d'essayer d'amener l'univers d'Alexis Leipzger dans le nôtre. Et parce que ça nous tient à cœur, nous, quand on s'engage dans un film, on veut vraiment que ça nous ressemble, on veut que ce soit en accord avec nos envies, les thématiques qu'on aime traiter. Et donc nous, c'est aussi pour ça que l'histoire nous a séduits, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments qui nous parlaient, en fait, qui résonnaient en nous, et des choses qu'on a déjà traitées dans nos films, donc la fin de l'innocence, de l'enfance, le passage à l'âge adulte, etc. Et donc là, on a vraiment eu en fait à cœur de respecter le livre,
vraiment le matériau d'origine. Donc, du coup, toutes les péripéties, parce que c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est un film policier, c'est un film d'enquête. Donc, il y a plein de passages obligés où on découvre des indices, où on est sur des fausses pistes, etc. Et puis on a, nous, donc, amené nos idées, mais on s'est aussi adapté au lieu de tournage. C'est-à-dire qu'on a tourné dans les Vosges, dans des décors naturels. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup inspiré, ça nous a donné beaucoup d'idées pour créer une ambiance très particulière, en fait. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, il y a eu en termes de production, c'était un petit peu spécial, non? Les Vosges, le Grand Est était impliqué dans le budget, en tout cas dans la prod, il me semble. Ouais. Moi j'étais à Gérardmer il y a 2 ans, et il me semble qu'on parlait déjà du projet. Ouais, j'étais venu le présenter. Mm. Ouais. En fait, le truc, c'est que la région Grand Est a une politique qui est vraiment super, là, qui vient d'émerger, en fait, qui s'appelle Frisson en Grand Est. Ils ont créé un label de soutien à la production de genre français. Donc c'est assez unique. Donc ça, c'est vraiment super. Et nous, on est les premiers avec le Mangeur d'âme à inaugurer ce label. Et donc ils nous ont aidés effectivement sur toute la préparation du film. Ils ont été très présents, ils nous ont aidés pour les repérages, ils nous ont aidés à justement obtenir les autorisations de tournage dans des lieux un petit peu parfois compliqués, des réserves naturelles, etc. Donc on est ravis parce que nous c'était pas c'était vraiment une bonne surprise parce qu'on voulait tourner là-bas. Donc c'est pas l'attrait de ces aides qui nous a amené à tourner dans la région, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous on voulait aller autour de Gérardmer, dans les Vosges, dans les vallées encaissées, profondes, etc. Et donc on a eu la joie de découvrir qu'ils étaient très très accueillants avec les films de genre, et donc ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Après, le roman se déroulait dans les Vosges. Hein. Donc c'était vraiment... Ouais, c'était raccord. C'était pas genre le roman se déroulait dans le sud de la France, tu vois, et on a tout changé. Le seul élément vraiment différent en termes de climat et d'environnement pur, par rapport au roman, c'est que le roman se déroulait sous la neige. Et nous, évidemment, on rêvait de tourner sous la neige, mais le problème, c'est que tu vois, le tournage s'est décalé un petit peu à cause des emplois du temps de chacun. Donc ça fait qu'on attendait plus au printemps, et en plus, bon, y avoir de la neige dans les Vosges, c'est de plus en plus, tu vois, utopique et dur, parce que c'est pas c'est la moyenne montagne, tu vois, donc je crois que même pas qu'il y en avait l'hiver, juste avant, l'hiver précédent le tournage, mais c'est le seul truc sur lequel on a dû vraiment faire une croix. Mais mine de rien, c'était important, parce que tu vois, ça a son rôle dans le script, enfin dans le roman, pardon, le fait que tout soit enneigé. Et là, bon, on a revu... Ouais, même en termes d'atmosphère, c'est... Ouais, bien sûr. Puis c'est tellement beau, la neige à filmer, tu vois, ça crée tout de suite quelque chose de totalement féerique. Mais après, bon, on n'est pas déçus, hein. Non, ouais. C'est adapté, en fait. C'est ça, le cinéma, c'est adapté, quoi. Alors, petite question, je voulais savoir si vous avez travaillé du coup avec Leicester, ou si juste vous avez eu l'accord et puis voilà. Ou est-ce que vous avez bossé avec lui? Est-ce qu'il a eu une implication directe ou indirecte sur le scénario? Alors en fait, il a été impliqué au niveau de l'écriture, mais en fait c'est juste que le producteur lui a soumis le scénario pour, comme je disais tout à l'heure, dans l'esprit vraiment de respecter ses écrits. Le truc c'est qu'Alexis, il était hyper content que son livre soit adapté, parce que pour un auteur c'est quand même assez excitant de voir son univers qu'il a créé réapproprié, réinterprété par d'autres personnes. Donc il y a un côté comme ça je pense assez grisant, d'autant plus que c'est un jeune auteur, Alexis Lepska. Il a commencé à écrire il n'y a pas si longtemps que ça. En fait il a une vie assez incroyable, et donc, dans cet état d'esprit, il nous a laissé vraiment totalement libre, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire, il nous a donné les clés de son univers. Il a dit, voilà, faites comme vous le sentez. Alors, il nous a donné aussi son sentiment. Il est venu aussi sur le tournage plusieurs fois. Parce que c'est rigolo, lui, il se confrontait à une nouvelle version de son histoire. Donc, c'est pas du tout comme lui l'avait envisagé, évidemment. Déjà, quand tu es lecteur d'un roman et que tu vois l'adaptation au cinéma, t'es toujours
t'es toujours surpris parce que, évidemment, le rapport que tu as à une histoire dans un livre, elle est beaucoup plus intime. Tu te fais tes projections mentales des personnages, du physique des gens, de l'univers général. Donc, évidemment, un film, bah, c'est la vision des réalisateurs, quoi. Donc, nous, on impose notre vision. Voilà, les personnages sont comme ça, ils sont habillés comme ça, ils réagissent de telle manière. Voilà, un livre, c'est beaucoup plus ouvert à ton imaginaire. Et donc lui, en tant qu'auteur, encore plus. C'est-à-dire que lui, il s'était vraiment fait une image mentale très très précise. Donc c'était plutôt rigolo de le voir sur le plateau en train de nous dire « Ah, c'est marrant, moi j'imaginais pas ça comme ça et tout. Ah mais ok et tout. » Et donc, en tout cas, il s'est montré très très respectueux. Et je pense qu'il était vraiment juste heureux que le film existe, quoi. Donc du coup, il nous a vraiment laissé faire donc ça a été très fluide en fait, la relation avec Alexis. Et en termes des dialogues, moi je trouvais que par rapport à vos précédents films, les dialogues ils font plus écrit, plus littéraire. Est-ce que c'est parce que c'est le cas en fait? Ce serait des dialogues issus du bouquin ou pas du tout? Ou là c'est. C'est un peu un mix des deux, tu vois, je me souviens plus trop, honnêtement, moi j'ai lu le livre après le scénario, pour tout te dire. Donc après on n'a pas fait de comparatif précis, mais je pense qu'effectivement il y a quelques dialogues issus du livre, et après effectivement, oui, c'est aussi un film beaucoup plus procédural par rapport à nos films précédents, tu vois, où effectivement on a aussi des dialogues assez techniques, de flics, d'enquête, etc., où ça parle beaucoup, c'est vrai que le film est beaucoup plus bavard par rapport à nos films précédents. Mais là, on était un peu obligé, tu vois, aussi. Puis le roman aussi, c'est compliqué à condenser un roman de 300-400 pages en un script de 90 pages, 100 pages. Tu vois, donc il y a certains passages que tu es obligé de condenser qui vont passer par une phrase ou deux de dialogue qui peuvent être un peu didactiques, mais tu vois, qui nous sont un peu imposés. Et après, on a essayé au montage de faire attention à ce que le film ne soit pas non plus que des longs tunnels de dialogue, et on a quand même sabré pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, il y a quand même pas mal de dialogues et assez. Mais en fait utiles pour nous qui font avancer l'action, qui sont pas non plus juste là pour combler les trous, quoi. Donc oui, pour ma part, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un défaut du film. Je trouve ces dialogues trop écrits, et selon moi, beaucoup ne fonctionnent pas vraiment. Je ne l'avais pas perçu comme cela, mais effectivement, le côté très procédurier du film pourrait être à l'origine de cette sensation, assez inédite pour moi dans la filmographie du duo. Cela dit, à chaque fois que les deux cinéastes nous réembarquent dans leur univers, ça fait tout de suite des étincelles. Par exemple, il y a quelques scènes à la fois vraiment violentes et ingénieuses, empreintes d'une folie qu'on aime retrouver quand on aime leur cinéma. Et ça tâche, bordel. Si je devais être un peu tatillon, je dirais même que j'aurais aimé la retrouver un peu plus, cette folie. Mais cela n'aurait pas forcément été dans le ton du film, et forcément je comprends la démarche. Puis là, c'est le fanboy qui parle, donc bon. Je ne vais pas revenir dessus trop longuement vu que nos invités l'ont déjà évoqué, mais les décors naturels sublimes des Vosges ajoutent vraiment du cachet au film et jouent un grand rôle dans son atmosphère. Les deux réalisateurs en sont conscients et en tirent superbement parti, avec parfois de longs plans qui viennent survoler cette magnifique et mystérieuse région. On sent que rien de tout cela n'est tourné en studio et c'est rafraîchissant. Un autre côté très agréable du film et qui commence à être assez régulier dans la filmographie de Maury et Boustillot, c'est cette exploration folklorique de la France. Nouvelle région, nouvelle légende, et même si ici c'est un mythe fictif, il est suffisamment bien pensé pour être tout à fait plausible. Voyons voir ce que le duo peut nous dire dessus. Je sais même plus comment il était décrit dans le roman, mais en fait nous on se l'est totalement réapproprié, ça. Ouais, Ouais. vas-y si tu veux. Je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Vas-y, toi, allez. Tu commences et je termine ta phrase. Vas-y. Non. Et donc, dans le livre, rappelle-toi qu'il était très silhouette, il était toujours très nébuleux, on entend une respiration. Non, en fait, il n'existait pas vraiment euh, sous sa forme masquée, parce qu'en fait, dans le livre, il y avait une vraie ambiguïté qui était établie, si je dis pas de conneries, avec le personnage du motard, qui dans le livre n'est pas un motard d'ailleurs, et qui, tu vois, où il jouait un peu sur cette ambiguïté, mais nous, quand vraiment on s'est approprié le film avec Julien et le scénario, on a demandé vraiment à ce que l'aspect un peu fantastique soit un peu plus présent, pour un peu plus, tu vois, essayer de pas tromper le spectateur, mais de le perdre un petit peu dans le film, et qu'ils se disent, attends, c'est un film de monstre, ou c'est juste un boogeyman. Et après, quand il a fallu le designer, écoute, nous, on est assez, depuis tous nos premiers films avec Julien, obnubilés par les masques, en fait. On adore ça, mais les masques homemade, tu vois, fait avec des toiles de jute, des trucs bricolés, et ça, on adore, on est partout depuis Livide, en fait. Le premier masque qu'on a créé, qui était très simple, qui était juste une tête d'oreiller avec des trous. Mais on a toujours adoré ça, les cagoulards, les masques et tout. On a foutu dans les orfesses partout, aux yeux des vivants. Et même dans The Deep House, avec les Masks of Shame, hérités du Moyen-Âge.
Et donc là, on a continué nos délires, tu vois, essayer de se dire, il faut que le masque ait un côté homemade, que la personne l'ait fabriqué lui-même, qu'on sente que ce soit un truc fait avec un toile de jute et des bois de serre. Et donc on est parti sur finalement quelque chose de plutôt simple, hein, tu vois, en termes de design. C'est pas non plus un design jamais vu hors du commun, mais tu vois, qui fait le job, quoi. Tu vois, qui d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, tout ça un peu sous l'influence, effectivement, esthétique, mais ça, on en est conscient, par exemple, de True Detective. La saison 1, tu vois, où il y a beaucoup tout ce délire autour des cornes, des bois d'animaux, etc. Ouais, ça, c'est... ça fait assez folk horror aussi dans Ah, mais l'idée, complètement, c'est un film qui a un petit côté folk horror dans tous les cas. C'est vrai. Bah ouais, carrément. Et puis nous on a ajouté aussi un truc qui est pas dans le roman, c'est des visions un peu fantastiques. Et donc notamment à travers les yeux d'un enfant. Et donc c'est sa vision du mangeur d'âme. Donc du coup la version fantasmée, déformée d'une personne masquée. Donc du coup qui devient un petit peu réelle. Et là pour le coup on a travaillé avec Olivier Afonso qui est un responsable effets spéciaux avec qui on travaille depuis notre premier film. Et en fait, il est parti de nos indications pour essayer de créer une créature qui soit très organique, parce qu'elle existe donc, du coup que dans cette vision fantasmée. Et donc on est allé sur quelque chose d'assez différent de ce dont ce à quoi on peut s'attendre d'une silhouette cornue, quoi. Donc avec des cornes un peu genre de chair, où c'est une espèce d'une version un petit peu organique d'une créature forestière, quoi. Nous, on est passionnés par les légendes régionales, même locales, tu vois, depuis toujours. Parce en France, c'est tellement une terre riche d'histoires fantastiques, de légendes, de croyances, etc. C'est quand même dommage, tu vois, de ne pas utiliser tout ça pour en faire des films, surtout quand nous on aime faire des films de genre, des films d'horreur, donc il y a tout ce qu'il faut en France en fait pour faire ça, tu vois. Et effectivement, nous on fait un peu le tour des régions, tu vois, tu vois, parce que notre premier film c'était la région parisienne avec à l'intérieur, bon, même s'il n'y a pas d'éléments fantastiques, mais après Live It c'était la Bretagne, donc tu vois, nous on rêvait de faire un film de vampire en Bretagne. Aux yeux des vivants, alors on l'attend en Bulgarie, mais dans l'absolu, nous on le situait le film dans le sud-ouest de la France. Et Kendisha, même si c'était tourné à Bruxelles, mais pour nous c'est la banlieue parisienne. Bon, ça se ressent, pour moi, Ouais. je suis bruxellois, ça passe nickel, ça passe crème, quoi. Et même The Deep House, tu vois, qui était aussi ouvertement ancré en France, dans le sud-ouest de la France. Et là dans les Vosges. Donc on veut continuer après notre petit périple. On aimerait bien tourner en Normandie, peut-être pour le prochain, pour de vrai. Cool. Ah, c'est une région qui nous branche depuis longtemps. Et aussi on a un fantasme aussi de développer un film sur une grande figure du folklore breton. Et mais bon, pour l'instant ça reste au stade du fantasme. Mais en tout cas oui, effectivement on est ultra branché et on rêve, tu vois, de capitaliser au maximum sur tout ce que nous propose le folklore français, quoi. Et oui, l'antagoniste qui lui donne son titre est l'une des grandes forces du métrage. Je ne vais pas trop en dire sur lui parce que ce serait potentiellement gâcher quelques belles surprises, mais son apparence, et surtout son aura, ont un impact énorme sur l'ambiance du film. On doute forcément de son existence tout du long, et c'est pour un mieux, mais les conséquences de l'existence de son mythe, elles, sont palpables et bien réelles. Retrouver l'amour qu'a le duo Dréal pour les masques bricolés fait également plaisir, tant c'est une démarche à la fois souvent efficace dans le cinéma d'horreur et qu'elle fait sens quand on traite de près ou de loin de la folk horror, ce qui est bien sûr le cas ici. Le mangeur d'âme est cool, tout simplement, et le mythe, le folklore qui l'entoure, est très fun à découvrir tout au long du film. Maintenant, je me dois d'être honnête. Ce n'est pas mon film préféré signé par Maury et Boustio. Et vous expliquer pourquoi fera office de conclusion à cette vidéo. Le mangeur d'âme a énormément de force et de bons côtés, mais il souffre tout de même d'un manque de budget assez évident, et même si le duo a réussi à contourner, voire même ignorer tout simplement pas mal de difficultés, eh bien on peut continuer de le ressentir malgré tout.
Le fait d'avoir tourné la plupart des scènes en extérieur est une prouesse, mais on voit bien qu'esthétiquement ça a parfois été difficile à faire, à cause de toutes les contraintes que ça sous-entend. Aussi, pour ma part, et c'est complètement personnel, j'aurais aimé voir un peu plus de scènes concernant le mangeur d'âme lui-même, même s'il est toujours efficace d'économiser un monstre, et un peu plus de scènes folles, comme celle des quelques massacres proposés par le film. Je m'attendais entre autres à ce que le dernier acte soit plus fou, parte un peu plus dans tous les sens. Puis, le film est parfois un petit peu trop riche. Il y a de nombreux rebondissements, beaucoup de thématiques sont traitées et reliées entre elles, et c'est justement pour cette raison que je m'attendais par moments à un traitement moins sérieux, moins premier degré. C'est un point de vue comme un autre, forcément, mais ce jusqu'au boutisme m'a parfois déstabilisé. Et enfin, même si j'aime beaucoup le casting sur le papier, j'ai eu un petit peu de mal avec le duo de héros et leur jeu dans certaines scènes, très ou trop sérieux, mais parfois aussi faux et un peu lourd. Maintenant que j'ai dit ça, que reste-t-il ? Qu'à mon deuxième visionnage du film, je l'ai revu à la hausse, que ses forces m'ont néanmoins convaincu et que je continue de croire que les critiques, surtout en France, sont extrêmement dures avec, comme souvent avec les films de Maury et Boustillot d'ailleurs. J'aimerais voir davantage de longs métrages de ce genre et j'espère que le duo aura l'occasion d'explorer la Normandie et la Bretagne, comme il me le disait, parce que ça me donne franchement envie. Le mangeur d'âme n'est pas parfait, certes, mais il a du cœur et un cœur français, monsieur. Et si je le mets assez bas dans mon classement perso des films des deux réals, c'est parce que ceux-ci, pour moi, sont vraiment bons et que la barre était donc déjà très haute. Et c'est sur ces quelques mots que se termine cette critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Alexandre Boustillot et Julien Maury de s'être prêtés au jeu des interviews et merci au BIF d'avoir rendu ça possible. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.